Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Journal des régions. Installation de la 9e législature, c'est déjà demain dimanche. Les nouveaux élus ont déjà rempli certaines formalités à cet effet. Même si tous ne siégeront pas, des démissions sont annoncées dans leur rang. Certains ont même déjà rendu public leur choix. Rachidat Biomoment. Les choses se précisent du côté de l'Assemblée nationale à 12 heures de l'installation de la 9e législature. Des 109 élus titulaires de leur liste, des démissions sont annoncées d'abord du côté des 5 membres du gouvernement élus députés. Pour raison d'incompatibilité, ils devront choisir entre le Parlement et le gouvernement. Et déjà, 2 ont annoncé leur démission. Abdoulaye Biotchane et Samousseïdou Adambi, tous élus sur la liste du Parti Bloc républicain. Ils seront remplacés par leurs suppléants Hassan Seibou et Charles Toko. Restent au niveau de ce parti Karimou Saliman et Hervé Réromet qui devront se prononcer incessamment. Du côté de l'UP Le Renouveau, il est annoncé pour les prochaines heures la démission du ministre Jean-Michel Abimbola. L'autre démission annoncée dans la foulée est celle de Joseph Fufame Djogbenou, président du parti Union progressiste Le Renouveau. Il cède ainsi son fauteuil à Orden Aladatin. Pour le moment, l'on ignore les raisons qui sous-tendent cette démission, certainement pour convenance personnelle. Notons que ces démissions trouvent leur fondement dans l'article 12 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En attendant l'installation des nouveaux députés, nous proposons dans le sujet qui va suivre un zoom sur 2 réformes essentielles auxquelles va devoir se plier la 9e législature. Ola Rodrigue Bagueto, Daniel Ada. Les usages au Parlement ont toujours été régis par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pour les 109 nouveaux députés, les parlementaires de la 8e législature ont réservé un nouveau texte. Il y a d'abord ce souci de réorganisation de la vie et du comportement du parlementaire qui se note à travers cette refonte du règlement intérieur. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, le même souci de réduction des partis politiques est rejaillit sur la vie au sein du Parlement. Et il était important de faire une relecture. Et cette relecture, qui a été faite par la 8e législature, nous permet aujourd'hui de constater qu'il y a des points clés qui sont mis en relief. L'un de ces points qui retiennent l'attention est l'article 24.1. Les députés s'organisent en groupes parlementaires par parti politique représentés à l'Assemblée nationale. Les députés d'un même parti politique représentés à l'Assemblée nationale ne peuvent se constituer qu'en un seul groupe parlementaire. Aucun groupe parlementaire ne peut comprendre moins de 10% de l'effectif total des députés à l'Assemblée nationale. Pour 3 partis politiques, la 9e législature aura donc 3 groupes parlementaires. Il n'est donc plus possible aux députés de différentes fonctions politiques de se mettre ensemble pour constituer un groupe. Et avec 109 députés, il faudra au moins 11 pour constituer un groupe parlementaire. Un parti politique ne peut créer qu'un seul groupe parlementaire. Avant, il avait la latitude, au regard du nombre de députés obtenus, il avait la latitude de créer autant que faire se peut ce groupe parlementaire. Cela va contribuer sensiblement à réduire le train de vie de l'État. Ça veut dire que la pression financière qui était notée a diminué d'un seul trait. C'est déjà un avantage. Mais le nombre de groupes parlementaires contribue également à dynamiser les débats au sein de l'hémicycle. L'autre réforme est à l'article 92 nouveau de la Constitution modifié en 2019. Tout député nommé à une fonction publique nationale ou appelé à une mission nationale ou internationale incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire suspend d'office celui-ci, sa suppléance cesse à sa demande. Est-ce que cela constitue une avancée ou je vais dire, quelques points de piétinement, d'atermoiement? Je dirais que le Bénin a voulu se mettre au diapason, par exemple, de la France. Vous savez très bien qu'en France, l'élu parlementaire,
lorsqu'il est nommé à un poste ministériel, il se fait changer au sein donc de l'hémicycle par son suppléant. Mais il a la possibilité de revenir au Parlement une fois que la mission pour laquelle il a été nommé est terminée, est venue à son terme. Ainsi, un député suppléant appelé à remplacer le titulaire du siège promu par exemple à une fonction ministérielle ou autre doit se préparer à partir à tout moment, dès que le titulaire revient prendre sa place à l'hémicycle. Intéressons-nous à présent à cette action de solidarité à Banikwara. Les ménages victimes des inondations de 2022 reçoivent des kits alimentaires et non alimentaires du Fonds national de réponse aux catastrophes. Ekilero Gonu Sero et Olviga Mentsan pour le compte rendu. Après Karimama, Malanville, Segbana et Kandi, la commune de Banikwara, qui a subi aussi les affres des inondations en 2022, reçoit un appui du gouvernement à travers le Fonds national de réponse aux catastrophes. Ce don vient soulager les peines de plus de 40 ménages. Je suis très fier de recevoir ces dons parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Voilà, aujourd'hui, grâce au gouvernement, grâce à notre maire et ses conseils, ils se sont rappelés de nous pour l'inondation qui a été faite au niveau de nos ménages. Beaucoup de bâtiments, on a perdu beaucoup de bâtiments. Aussi les concessions et aussi des biens aussi. Donc pour ce faire ce soir-là, je suis vraiment dépassé de la joie. Ceci témoigne de la solidarité agissante du gouvernement à l'endroit de nos compatriotes qui ont connu certains drames. C'est des sinistrés et suite aux inondations que nous avions déplorées dans un passé récent, à une exception près, toutes les communes de la Ligurie ont été prises en compte par cette prise en charge à travers le Fonds 4, qui est un fonds dédié à cet effet. Au-delà de ce geste de solidarité, la commune de Banikwara s'engage à lutter contre les inondations à travers des sensibilisations et autres actions. Les effets du changement climatique au niveau de la commune de Banikwara en sont la principale cause. Nous travaillons à chaque fois pour nous adapter, pour atténuer ces effets de changement climatique. Dans cet exercice de solidarité, les sinistrés des 10 arrondissements que compte la commune de Banikwara ont bénéficié de cet appui gouvernemental. 3 diplomates étaient au cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Il s'agit de l'ambassadeur de Cuba au Bénin, de l'ambassadeur de la Turquie et du chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations. Après leurs échanges avec le ministre des Affaires étrangères, ils se sont confiés au micro de Gilles Dansou et de Évariste Azoman. Les rapports politiques, économiques, diplomatiques entre le Bénin et Cuba se sont développés depuis 1949. Il ne faut pas oublier jamais que les esclaves sont partis vers notre pays et aujourd'hui, la composition sociale, raciale de Cuba est aussi africaine. Donc, il y a des rapports fraternels, des rapports sanguins qui unissent nos deux peuples. J'ai été nommé en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Turquie pour le Bénin. Et au cours de l'audience que le ministre des Affaires étrangères a bien voulu m'accorder, nous avons discuté des questions d'intérêt pour nos deux pays et des opportunités de renforcer la coopération bilatérale bénino-turque. Nous avons évoqué des domaines comme l'économie, la lutte contre le terrorisme, la sécurité. Donc, il y a des opportunités de renforcer la coopération. J'ai noté un engagement réel de la part de la partie béninoise à cet effet. La relation entre l'OIM et le Bénin qui date depuis 2001, mais notre présence depuis 2012, bien sûr, fait que le Bénin est devenu un pays assez important dans la gestion de la migration, dans la stabilisation des jeunes, surtout qui souvent par manque d'informations tentent la migration irrégulière, mais aussi pour d'autres questions liées à la migration et au développement, à la migration et surtout à la diaspora béninoise qui est très forte ailleurs et qui d'office contribue énormément à travers
le transfert des fonds. On voudrait vraiment que, au-delà de cet aspect financier, que leurs compétences contribuent aussi au développement et au progrès du Bénin, qui est un pays qui est en Afrique en train de progresser d'une façon assez importante. Dans le reste de l'actualité, l'Agence nationale du domaine et du foncier a organisé un atelier pour informer sur le processus de réalisation du cadastre national. Les travaux ont eu lieu hier à Cotonou. Général Afouda Mosiaboka et Benjamin Denayan. C'est une séance d'information sur le projet d'élaboration du cadastre national. Elle est organisée au profit des partenaires techniques et financiers. Et nous sommes venus aujourd'hui présenter les résultats de ce qui est déjà fait et donc sensibiliser les partenaires techniques et financiers à accompagner le gouvernement dans son ambition d'étendre, n'est-ce pas, ce projet sur l'intégralité du territoire national. Cet atelier d'information, en réalité, est organisé en prélude à une table ronde des partenaires techniques et financiers donc, qui va se tenir ultérieurement. Le cadastre est un dispositif qui consiste à enregistrer toutes les parcelles sur le territoire national. À terme, il va permettre d'avoir plus facilement accès à l'information foncière au Bénin. Il y a deux volets essentiels pour la réalisation du cadastre national. Il y a déjà d'abord la collecte des informations foncières, c'est-à-dire toutes les informations liées aux parcelles, aux différentes parcelles, les informations liées aux personnes et les informations liées aux droits détenus par les personnes sur chacune des parcelles constituant le Bénin. Mais également tout le système, le dispositif informatique qui doit permettre de gérer ces données-là afin que tout usager, tout citoyen béninois puisse avoir accès à l'information foncière. La durée de ce projet est de 5 années. On parle sécurité routière avec le projet Réadaptation intégrée handicap international. Des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet étaient réunis en atelier. L'objectif est d'échanger sur les moyens de prévention primaire pour une prise en charge adéquate en cas d'accident de la route. Saturdine Obelakou et Evariste Zomaon pour le point. Acteurs de la sécurité routière, sapeurs-pompiers et médecins sont ici face aux acteurs du projet de réadaptation intégré handicap international. Ils s'informent à travers une communication sur les moyens et techniques pour réduire le risque de développement de déficiences ou de séquelles invalidantes chez les victimes d'accidents. La réadaptation est un secteur qui est situé dans l'hospitalier et dans le post-hospitalier. Dans l'hospitalier avec donc, la réadaptation médicale et dans le post-hospitalier donc, avec la réadaptation à base communautaire. Donc pouvoir créer un cadre de concertation entre ces différents acteurs-là pour prévenir non seulement l'accident de la route à travers donc, la sensibilisation, mais quand il survient, que la prise en charge soit vraiment efficace, prompte. Des propositions et recommandations sont faites pour une prise en charge adéquate des personnes victimes d'un accident de la route. Quelque chose veut être fait pour la prise en compte de ces victimes d'accident, c'est-à-dire avant l'accident, pendant l'accident et après l'accident. L'après l'accident qui nous concerne plus parce qu'il y aura maintenant la sensibilisation des structures de prise en charge de ces victimes afin que ces victimes se sentent aussi plus intégrées dans la société. Ces acteurs de la sécurité routière et personnels de santé vont désormais bénéficier, outre ce renforcement de capacité, d'équipements adaptés en vue de la sensibilisation des usagers sur la sécurité routière. Fin de ce journal et merci pour votre aimable attention.